Bienvenue à tous et bonjour à ceux qui n'étaient pas là ce matin, sur la première conférence. Nous allons poursuivre cette matinée avec Emmanuel Huard, donc de la société Gaz Électricité de Grenoble. Donc on revient à un niveau plus local. Cette fois avec Emmanuel Huard, donc il va nous parler de GMAO dans le cadre d'une digitalisation d'entreprise finalement. C'est à vous. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on m'a demandé d'intervenir là pour présenter un projet qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an et demi maintenant, dont vous verrez un peu les premiers résultats. Je vais commencer par une petite présentation de l'entreprise pour les non-locaux et puis peut-être aussi faire découvrir aux locaux des activités qui sont moins connues. L'activité de mon département et puis ensuite un focus donc sur la GMAO dans la phase, on va dire, un petit peu de diagnostic de l'existant et des enjeux, comment on a déployé ça et puis les premiers retours d'expérience puisque c'est en production depuis le 1er octobre. Rapidement sur GEG, GEG c'est à peu près 430 salariés. C'est une SEM, c'est une société d'économie mixte avec un actionnaire public majoritaire qui est composé de la métro, la communauté d'agglo et puis la ville de Grenoble et puis un partenaire industriel, donc le groupe Engie. C'est un peu plus de 150 ans d'histoire, c'est une vieille entreprise issue de la ville de Grenoble. 4 métiers en fait dans le domaine de l'énergie, ce qui en fait un acteur un peu spécifique puisqu'on est présent en fait de l'amont vers l'aval. Donc dans le domaine de la production, alors le pointeur fonctionne pas, je suis désolé, mais donc globalement une filiale GEG Énergie Renouvelable qui regroupe nos actifs de production sur lesquels je reviendrai. La filiale créée l'année dernière donc de distribution dans laquelle a été hébergée toute la gestion des réseaux gaz et électricité sur Grenoble, mais aussi sur un certain nombre de communes complémentaires et puis toute une activité de fourniture. Voilà, vous verrez, je vous laisse aller voir si vous avez besoin de plus de renseignements sur ces différentes activités. Voilà, juste quelques chiffres quand même, c'est pas inintéressant. C'est plus de 1600 km par exemple de réseau élec et puis un peu moins de 700 de réseau gaz, un peu moins de 300 pardon, de réseau gaz sur une trentaine de communes. Sur un focus sur l'activité de production qui va nous préoccuper aujourd'hui. Donc c'est une filiale aujourd'hui qui a été créée entre GEGSE, qui est mon groupe GEG, et puis la Caisse des dépôts et consignations. L'idée c'était de pouvoir faire rentrer des moyens pour assurer le développement. Donc aujourd'hui, c'est 18 filiales en fait. Donc vous avez GENR là, et puis dessous en fait ce sont toutes les filiales qui ont été créées qui vont héberger globalement des projets. C'est soit un site de production, soit plusieurs en fonction de l'architecture. Voilà, c'est un mode assez classique de développement des ENR pour tout un tas de questions de financement projet, etc. On est aujourd'hui positionné, donc je dis aussi une culture partenariale, c'est important parce qu'on y reviendra aussi tout à l'heure sur le reporting de la GMAO. On a des filiales avec, vous voyez, des participations très variables, de 100% à 50%, voire minoritaires. Et on a des partenaires qui sont des collectivités locales, des entreprises privées, des SEM, des régies. Et ça s'est beaucoup complexifié en 2-3 ans avec des obligations de reporting particulières. Il faut considérer que c'est autant de sociétés, autant de reporting à prévoir et éventuellement autant de refacturation, donc une exigence de traçabilité et de compte analytique qui est très très forte. Voilà, on est positionné sur la filière hydroélectricité au fil de l'eau, donc on n'est pas du tout sur des barrages, on est sur des petits ouvrages, du photovoltaïque en toiture et au sol, de l'éolien, de l'injection de biogaz et puis également des chaufferies. Donc on a un périmètre de couverture assez large. Globalement, c'est 53 MW de puissance installée à fin 2019. Et vous voyez, on met en service 38 MW complémentaires en 2020, donc c'est une grosse croissance. Et en thermique, à peu près 5 MW thermique. Certification 14001, je le mentionne aussi parce que c'est aussi une couche complémentaire d'exigence de reporting, de traçabilité, 14001 et 9001, donc qui est exigée. Les sites existants, on parlait de local, mais vous voyez qu'on est déjà... donc ça, c'est Grenoble, avec essentiellement du photovoltaïque et des petites chaufferies avec des cogénérations. Et puis on est bien sorti du local, puisqu'on est aujourd'hui présent Isère, Savoie et Doubs sur l'hydroélectricité.
un parc éolien dans les Pyrénées-Orientales et puis un parc de centrales photovoltaïques répartis dans le Grand Sud, on va dire. Voilà. Et puis les projets en développement, bah là on s'éloigne encore un peu plus. On n'a pas quitté la France métropolitaine, c'est pas l'objectif. Mais aujourd'hui l'éolien il se développe aussi un peu partout, voilà, avec des partenariats. Et donc on a 2 parcs qui se mettent en service là, courant février, du côté d'Amiens. Quelques images pour les gens qui ne sont pas coutumiers. De quoi on parle? On parle de centrales hydroélectriques, soit de la haute chute, soit de la basse chute. Donc là, c'est par exemple un barrage à clapet, mais enfin, il n'y a pas de stockage, hein, c'est juste une gestion du niveau d'eau sur Delu, sur le Doubs. Voilà le type de centrale qu'on peut avoir avec des génératrices, des Pelton ici, 2 injecteurs, une roue Pelton. Voilà, c'est ce qui va permettre de récupérer l'énergie de pression et de débit. Parc éolien, ici notre centrale photovoltaïque à côté de la Mure, sur le plateau mathésin. Et puis des centrales en toiture ou éventuellement des ombrières de parking. C'est des toits que vous connaissez sans doute si vous êtes grenoblois. L'atelier de la direction production, c'est une vingtaine de personnes, 2 départements, département développement, donc qui s'occupe de tout ce qui est développement de ces ouvrages. Et puis un zoom plutôt sur le département dont je suis responsable, donc une dizaine de personnes, 2 sections. On est organisé avec une exploitation en fait directe sur le parc de petites centrales hydro et photovoltaïques, globalement géographiquement Isère-Savoie. Donc là, c'est 7 techniciens qui vont sur site à peu près tous les jours. On a 2 personnes décentralisées en Savoie en fait, et on fait les tournées des centrales. On va sur de la grosse maintenance, enfin de la maintenance de niveau 4, on démonte. On remonte, on fait nos ressuages, etc. Et puis ensuite, donc ça c'est à peu près une vingtaine de sites. Et puis on est en exploitation déléguée sur aujourd'hui bientôt une 40aine de sites complémentaires. Voilà, avec un suivi des prestataires, des facturations de production. Chaque centrale, c'est de la production associée, des mécanismes de marché de plus en plus complexes, hein, l'obligation d'achat, l'offre de marché, etc. Et puis tout un travail de suivi des statistiques et de reporting aux actionnaires sur lequel on avait un vrai besoin d'évoluer dans nos outils. Voilà, donc des schémas contractuels assez différents en fonction des filières. Peut-être pas rentrer dans le détail, mais voilà. Donc le périmètre de la GMAO, ça va être essentiellement en fait les centrales qui sont dans les carrés verts des 2 dernières colonnes, conduite, exploitation, maintenance. Donc centrale hydroélectrique haute chute, tout ce qui est photovoltaïque en Isère, et puis un petit peu la partie centrale thermique dispatchable. 2020, c'est 5 sites complémentaires en photovoltaïque, c'est 50% de croissance en plus en puissance installée. C'est 2 gros parcs éoliens, donc au total 32 MW, quand on en a à peine 8 aujourd'hui. Donc au total 7 sites, on voit qu'on est obligé de commencer à vraiment industrialiser tout ce process pour pouvoir suivre la cadence. Et c'est pas fini, puisque ça, c'était les évolutions entre 2014 et 2019. Donc il y avait déjà eu, on voit, hein, que ce soit en chiffre d'affaires ou en nombre de sites, une grosse croissance. Et puis un plan très ambitieux, puisqu'à l'horizon 2023, c'est de passer d'à peu près 150-160 gigawattheures à 400 gigawattheures. Voilà, tout ça pour vous dire qu'on avait besoin d'évoluer dans notre situation. Donc aujourd'hui, ça c'est un peu le avant. Avant, on avait beaucoup de classeurs, beaucoup de papiers, des plannings préparés le lundi qui étaient plus à jour le lundi après-midi parce que voilà, les choses évoluaient. De la saisie de temps, je vous ai parlé de compte analytique, elle existait, mais enfin c'était du papier ou des tableaux qui étaient ressaisis sur Excel par une assistante. Un process qui était extrêmement long et finalement une très grosse dépendance par une personne ici qui était le responsable maintenance qui est partie à la retraite l'été dernier. Sachant que moi je suis arrivé il y a 2 ans, donc quand j'ai vu ça, je me suis dit il est urgent de faire bouger les choses. Voilà, on était vraiment sur des processus qui étaient plus adaptés à l'augmentation de la croissance, des enjeux techniques, financiers, des exigences de reporting, etc. Donc le avant, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et là j'ai une belle animation qui a été faite par un alternant là, pour son mémoire. Donc je vous laisse découvrir le après, qui aujourd'hui est opérationnel. On va y revenir sur le... Voilà. Donc l'objectif de la GMAO, c'était vraiment d'intégrer, même s'il y a d'autres outils, hein, tout n'est pas intégré dans la GMAO, mais c'était d'intégrer tout ça dans un outil comment dire, complet, avec une exigence de mobilité très forte, puisque je vous ai dit, j'ai des techniciens qui passent quasiment pas au bureau, donc on avait besoin d'avoir un outil sur smartphone
pas de tablette, quelque chose qui soit suffisamment pratique pour gérer ça. Et puis une gestion des plannings aujourd'hui qui est faite en temps réel quasiment par le responsable de section et par les techniciens sur du curatif. Ce qui nous permet derrière, je vais revenir un peu en détail de tout ça, mais de gérer du reporting. Voilà. L'existant aussi, c'était quoi? C'était voilà, des feuilles de temps, une analytique qui était très partielle. Il y a un certain nombre d'axes qu'on ne savait pas suivre avec le papier, qui était suivi de façon d'ailleurs assez parcellaire. Un outil GMAO, si on fait juste une petite analyse, on avait quand même une base technique, c'était intéressant. Ça avait été mis en place de façon vraiment autonome par le responsable de maintenance à l'époque, qui a eu du mérite parce qu'il n'avait pas forcément eu beaucoup de soutien. C'était un besoin qui n'était pas forcément identifié à ce moment-là. Voilà, la faiblesse, c'est que c'était une GMAO qui était très centralisée. Il y avait un seul utilisateur, et l'utilisateur, en l'occurrence, était de plus en plus sur l'opérationnel avec la croissance des sites, et que depuis, je dirais, 1 an et demi avant son départ, le suivi était quand même très partiel. Donc on s'est retrouvé avec une base de données historique qui était quand même un petit peu à trous. Voilà, et peu de support managérial sur l'outil à l'époque. Des opportunités, une croissance de sites, ce qui permettait quand même d'aller justifier d'un budget auprès de la direction, parce que c'était aussi ça le sujet. Je le dis ici en menace parce que clairement, et c'était des sujets compliqués, mais une direction qui était sceptique sur l'outil GMAO. Je pense une vision aussi un peu ancienne GMAO. Moi, j'insiste beaucoup parce que j'ai beaucoup d'échanges avec mon directeur là-dessus. Vision des gros outils centralisés. La GMAO, il y a des statistiques qui circulent sur Internet, c'est 60% d'échecs, je crois, enfin l'ordre de grandeur, parce que ça dérape, ça coûte très cher, c'est centralisé, il y a un gars qui porte le sujet, le gars change de service ou pas, et il n'y a plus personne qui s'en occupe. Donc tout ça, moi je les avais bien en tête, je les ai notés d'ailleurs, les risques de dérapage, de budget, de planning, de mauvais choix de l'outil qui ne serait pas adapté à nos spécificités. Il y a beaucoup d'outils sur le marché, on va y revenir. Voilà. Dans les opportunités aussi, ils étaient trop timides pour venir, mais j'avais aussi trouvé un alternant avec une expérience en fait, d'un déploiement de GMAO et qui s'est avéré être vraiment un soutien très précieux sur le déploiement de tout ça. Voilà, globalement... Là, j'ai spoilé l'objectif, comment c'est organisé en interne. Dans les objectifs GMO, il y avait un gros sujet, bien sûr, de transfert de connaissances. Améliorer le pilotage de l'activité et puis la disponibilité de nos ouvrages à la fin. On y reviendra un petit peu. En termes d'organisation projet, analyse des besoins, on a pris un AMO pendant 3 mois pour nous aider un petit peu à travailler sur l'analyse de l'existant, travailler sur un cahier des charges, une expression des besoins. Il est resté sur l'analyse des offres, mais il n'a pas participé à toutes les auditions finalement, parce qu'on avait pris le sujet en main et c'était important qu'à un moment ça soit aussi, moi j'ai beaucoup insisté pour les équipes techniques soient sur ces sujets-là. Une assistance achat et puis dans la partie consultation, négociation, et puis le département SI qui était là sur les exigences SI en termes d'implémentation, soit en licence, soit en mode SaaS. On verra ce qui a été retenu. Voilà. Et puis derrière, de notre côté, vraiment une implication globale sur l'analyse de l'existant. Les auditions, on a passé beaucoup de temps à auditer, à interroger des clients utilisateurs. C'était vraiment, je recommande pour les gens qui doivent choisir des schémas, c'est bien d'avoir l'éditeur qui vous vend son truc. C'est très compliqué dans les auditions de voir les tenants, les aboutissants de tout ça et d'échanger avec des interlocuteurs, quand bien même ils ont été un peu sélectionnés par les éditeurs. On a des informations intéressantes. Voilà, un travail de conception, de test, reporting, analyse. Donc, l'éditeur retenu, Corim. Pour finir sur les enjeux, l'existant, le budget, c'était au départ à peu près 100 000 € en coûts externes et temps internes passés. Le périmètre initial du projet, c'était une vingtaine de sites sur les 60 qu'on a aujourd'hui. En termes de fonctionnalités visées à l'origine, c'était essentiellement tout ce qui était la gestion complète automatisée du plan de maintenance, en termes de planification et de suivi et de reporting. Une planification plus importante des activités préventives, conditionnelles, etc. Et puis un suivi d'imputation du temps. C'était un gros sujet. Je pense que ce n'est pas forcément vrai dans d'autres besoins de GMAO, mais on a beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, gestion des stocks critiques et puis derrière du reporting, du suivi de pays, d'actes TST, etc. Voilà, là c'était un exemple de 18 fonctions qu'on avait un peu identifiées dans notre expression des besoins, qu'on avait classées en termes d'indispensables et puis importants, utiles, etc., sur lesquels les entreprises ont été amenées à se positionner. Dans notre processus de sélection, c'était une publication en fait, d'un appel à candidature en juin 2018,
On m'avait demandé, hein, je ne sais pas quel était le niveau d'intérêt de tout ça, de présenter un petit peu ça. 14 dossiers téléchargés sur une plateforme, marché online ou je ne sais quoi, en septembre 2018. Choix en fait, de 5 entreprises. La présélection, elle s'est faite avec quelque chose que j'avais testé pour la première fois sur un sujet. On a fait un RFI, un Request for Information, dans lequel on avait listé un certain nombre de questions avec un format imposé de réponse. Au-delà des plaquettes, c'est toujours compliqué quand on se trouve avec 14 plaquettes à comparer des choses qui ne sont pas forcément comparables. Ça a été très intéressant en fait, ce travail-là. Il y a des gens qui ont joué le jeu, il y en a qui n'ont pas joué du tout. Ça nous a permis d'être, je dirais, presque plus objectif sur le choix. Ce qui était compliqué, déjà 5 entreprises présélectionnées, c'était lourd derrière. Voilà. Et puis derrière, donc 11 réponses à l'appel d'offres, 5 présélectionnés, une réponse donc, sur un cahier des charges détaillé de 5 entreprises. Et puis des auditions, donc à partir de octobre-novembre, c'était des auditions, des tests, des scénarios. Voilà, on avait écrit des scénarios, comment vous faites pour traiter tel sujet. On a réauditionné encore 2 entreprises. C'est pas simple de choisir une GMAO. Et au final, choisi donc un éditeur qui était le mieux disant sur la base de nos critères, avec une réponse fonctionnelle qui était parfaite aux besoins. Sur le papier, j'insiste parce que quand on choisit ça à ce moment-là, même si on avait eu l'occasion de retester, etc., on a toujours un doute. On est toujours inquiet sur les reportings parce qu'on nous dit bah oui, mais le reporting c'est lié à vos données, donc voilà. Hein. Je dis ça parce que j'en vois là qui. Voilà, on avait un respect de la contrainte de temps, même si on n'était pas naïf, on savait bien qu'il y avait une grosse partie qui dépendait de ce que nous on allait alimenter. Une offre financière qui était compétitive, très compétitive pour être honnête, en CAPEX notamment, même s'il y a une partie du travail qui était portée par GEG, c'était un choix de notre part. Une possibilité de changer en fait de type d'hébergement, puisqu'on est parti en mode SaaS. La partie SI chez nous ne suivait pas en fait. Pour aller rapidement, l'objectif c'était de pouvoir passer en base test. Vous voyez, on est en novembre là et au mois de décembre, je voulais partir en base test. Moi j'avais un horizon, hein, c'était été 2019, départ de mon chargé de maintenance. Une maintenance d'une GMAO en 6 mois, c'était ambitieux. Et donc voilà, donc on est parti en SaaS, on a la possibilité de partir demain en mode licence si nécessaire. Ce qu'il y a, c'est qu'en tout cas, ça s'est très très bien passé. On a eu effectivement une version opérationnelle très vite avec Corim. Un éditeur qui était intégré, donc on avait en fait finalement l'éditeur et le consultant, il n'y avait pas d'échelon, et en plus il se trouvait, c'était pas un critère, hein, mais qu'ils étaient à 5 km de chez nous, ce qui a quand même aussi bien facilité la disponibilité et la qualité des échanges. Voilà. Et puis ce qui ressortait, mais on était encore dans un ressenti et des promesses, mais un fort paramétrage qui semblait relativement aisé et des outils de reporting qui avaient l'air assez simples et puissants, j'y reviendrai après. Voilà, mise en œuvre de la GMAO, donc comment ça s'est passé? Un planning sur 10 mois, un démarrage donc en décembre, et finalement une mise en prod en septembre. Donc vous voyez, on s'était donné un objectif à l'été, on a pris volontairement 2 mois de retard. En fait, on n'était pas tout à fait prêt, en mode un peu dégradé à démarrer en juin. On était rassuré sur le fait que toute l'arborescence, etc. était calée. Et donc on s'est dit on va pas faire des formations pour un outil qui sera utilisé partiellement avec un SAV imprécis en été. Donc on a fait des sensibilisations aux techniciens, j'y reviendrai tout le long du projet. Mais les formations ont eu lieu en septembre pour un démarrage, formation en septembre pour un démarrage au 1er octobre. Donc un planning très cadencé, hein, voilà, avec décembre, la mise en place, on va dire, du POC, enfin de l'outil de test, le paramétrage du produit, des formations d'import, etc. Et puis un gros travail derrière, de définition de nos arborescences, de travail sur même s'il y a une partie qui avait été un peu travaillée dans l'expression des besoins. Et puis bien sûr de récupération des données et de transfert. Là j'ai mis une flèche qui continue parce qu'il y a encore des sites qu'on avait choisi pas en priorité d'intégrer. Aujourd'hui on a une vingtaine de sites d'intégrer, on est en train de monter sur la suite. Voilà, des formations réparties, donc c'est très cadencé, hein. Enfin, dans un métier d'exploitant au quotidien, c'était pas forcément évident de gérer ça.
L'idée aussi, c'était de profiter de la présence de cet ancien responsable qui avait vu l'intérêt, qui était très demandeur de cet outil, qui est parti à la retraite déçu de ne pas pouvoir utiliser la GMAO, mais qui a vraiment joué le jeu pour nous faciliter la bascule, aussi faire le retour d'expérience de ce qu'il avait, etc. C'était indispensable. Voilà, l'outil d'avant, c'était de l'Excel amélioré, aussi du papier, des classeurs avec des historiques, voilà, pas simple à réintégrer. L'objectif, c'était dans le cahier des charges, c'était d'avoir une capacité à réintégrer un historique. Une GMAO, elle est intéressante sur certains aspects que quand on a 3, 4, 5 ans, 10 ans de données. Nous, on est sur des ouvrages, il y a certaines opérations, on les fait tous les 10 ans. Donc voilà, dans le meilleur des cas, on a une opération dans notre historique qui a été calée. Voilà, donc il y avait un gros travail de reprendre cette gamme de maintenance. L'objectif au départ, c'était d'automatiser l'extraction. Finalement, il y a eu beaucoup d'extraction ou de ressaisie manuelle avec un travail d'un alternant remarquable, beaucoup de rigueur et de patience parce que c'était quand même pas simple. Donc on a réussi à remonter beaucoup d'historique. Et puis derrière un paramétrage, je vais revenir sur un petit peu l'architecture. Le paramétrage, bon, ce qui était simple, et une fois qu'on avait compris, c'était en fait des matrices, des modèles Excel, dans lesquels on venait rentrer de la donnée, donc soit directement disponible, soit requalifié selon les modèles et les prescriptions de ce que nous donnait l'éditeur, Corim. Et puis derrière des bascules, donc toujours en test, on vérifiait que ça s'était bien passé, etc. Donc avec pas mal d'itérations. Une arborescence qui a été définie, on s'était fixé, l'objectif, vous avez vu, c'était d'être assez rapide, donc d'être simple, aussi en retour d'expérience, de se dire des outils trop compliqués, c'est pas bien utilisé. On s'était fixé 3 niveaux d'arborescence, on est à 3,5, on va dire 4, parce qu'on a des notions de filière, photovoltaïque, hydro. Mais voilà, donc des notions d'équipement, de sous-équipement, de famille. Donc tout ça à bâtir avec une certaine logique. L'idée, c'est que si on se plante là-dessus, derrière, c'est plus compliqué à utiliser. Un gros travail de discussion avec les équipes, y compris de vocabulaire, en fait. Comment on va fonctionner, comment ça se passe sur le terrain, la logique de circulation dans l'arborescence. Au global, c'est un peu plus de 1000 équipements paramétrés, et ça c'était en septembre, donc ça a un peu augmenté depuis. Et puis des familles, donc c'est des regroupements d'équipements, par exemple des vannes, on a des vannes de ruisseau, des vannes de pied, etc., des vannes de décharge, définir des attributs, etc. On n'était pas parti, clairement, mon objectif c'était pas une base de données patrimoniale, donc les attributs aujourd'hui ils sont à peine remplis. Ce qui est important pour nous pour l'instant, c'est de suivre la maintenance. Donc voilà, donc on est surtout parti de ça. C'est quoi notre gamme de maintenance? C'est quoi les équipements? Au minimum, il fallait qu'on ait les équipements de la gamme décrits dans la GMAO. Et puis voilà. La gestion patrimoniale, c'est une réflexion, mais c'est pas une priorité. C'est très lourd à mettre en place. Donc voilà. Derrière le paramétrage, effectivement, il y a tout le paramétrage du plan de maintenance. Là, on a un OSI qui est quand même aussi dans Corim. On voit qu'effectivement, ils ont l'habitude de traiter avec des problématiques différentes. Hein. Là, voilà, donc on a des périodicités et des horizons en fait qui sont variables en fonction de nos enjeux. Est-ce qu'on a des pièces ou des préparations de chantier importants à faire ou pas? On ne veut pas que ça arrive 6 mois en avance dans les plannings à attribuer parce que on se retrouve avec 400 opérations à programmer. Donc, on a essayé d'ajuster un petit peu ça. On va avoir aussi des tolérances qui sont variables en fonction de la périodicité de notre gamme et des enjeux. On a la possibilité de travailler aussi sur tout ce qui est maintenance conditionnelle, donc avec l'intégration de remontée de données de compteurs automatiques. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on n'a pas encore eu le temps de gérer, mais qui nous permet en plus de faire de la descente derrière de compteurs, en fait, avec un compteur principal. C'est assez intéressant comme fonctionnalité. Tout ça pour dire qu'au global, c'était 800 gammes de maintenance paramétrées sur la vingtaine de sites, donc tout ça au mois de septembre. Dans la mise en œuvre, l'idée c'est de retrouver toute notre compte analytique, donc avec les types de maintenance, les types de gamme, etc., la nature technique, le suivi des interventions TST, les actions liées à la 14001. On a un outil, alors c'est toujours un peu compliqué de présenter des écrans comme ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est extrêmement paramétrable. On peut cacher, masquer des champs soi-même, pas besoin de passer par l'éditeur. On a un niveau d'axe qui est très très riche. Nous, on a réussi à se coller complètement. On a 5 axes analytiques en compta dans l'entreprise. On a vraiment retrouvé toute cette logique-là.
avec aussi pas mal d'agilité de la part de Corim pour intégrer cette partie-là. Et puis bon, ben on voit, hein, aujourd'hui on n'utilise qu'une toute petite partie de l'outil. Corim, c'est aussi un package global, vous achetez tout d'un coup. Alors c'est dommage, on a essayé de dire bah oui, mais tout nous intéresse pas. Bon, on s'est mis d'accord sur le prix, mais au final on utilise aujourd'hui, on fait pas de facturation, on fait une gestion du stock très simple, on suit que les pièces, le stock de pièces critiques, etc. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de choses qui ne sont pas utilisées. Et donc on peut définir effectivement pas mal d'axes en fonction de nos enjeux. Ce qui était important pour moi aussi, c'était de se dire ok, comment ça va être utilisé demain, et ça c'était quelque part dès le début de l'outil. Donc on a travaillé sur un parcours client, bah, c'était notre parcours technicien, quoi. Et de se dire ok, qu'est-ce qu'il va faire le technicien concrètement demain sur la GMAO. On avait décidé que ce serait sur un smartphone, pas sur une tablette. Donc on avait aussi dans le choix des éditeurs, ça conditionnait un petit peu. Il y avait des gens, ils avaient des interfaces qui étaient très chouettes sur une tablette, mais sur un smartphone, c'était juste plus possible. Voilà, le technicien, le matin, bah, il arrive, il prend son poste, il regarde son planning. Il regarde éventuellement les listes à préparer, choses comme ça, pour son chantier. Une fois sur chantier, il vérifie effectivement les différentes tâches à faire. Il fait son intervention, il fait son rapport. Et puis derrière, c'est parti en reporting dans le suivi du temps. Et derrière dans les analyses qu'on peut en faire. Ça se traduit comment? Voilà, alors là c'est l'ancienne version de Corim, parce que tout ça va très très vite aussi, hein, c'est-à-dire que donc ils sont en train de faire évoluer aussi leur outil touch. Là on a eu je pense au moins 3 montées de version depuis qu'on l'utilise. Ça va, c'est des montées de version qui sont dans le bon sens, hein, y compris visuellement. Bon après il y a des choses c'est pour être plus à la mode, mais globalement, c'était fonctionnel. Donc, consultation du préventif. Voilà, on a enlevé un programme Excel. Le planning, on a enlevé un planning papier. Les instructions de réalisation, bah, effectivement, on a enlevé de la doc technique, des fiches de passage, etc., qui étaient stockées dans les centrales. Quand on était audité, bah oui, mais elles sont dans les centrales. Quand on va sur la centrale, bah oui, mais c'était dans le classeur de l'année dernière. Enfin bon, voilà. Donc, tout ça, c'est dans la GMAO. On a aussi des relevés directs de compteurs. Un relevé sur un papier, c'est pas génial. Un relevé dans la GMAO, derrière on peut le retraiter, on peut le suivre, on peut suivre son évolution, on peut faire des contrôles de cohérence, etc. Donc c'est quand même très intéressant. Et puis derrière un petit compte rendu. Voilà, globalement en fait c'est ça qu'utilisent les techniciens. Vous voyez, c'est quand même assez simple. J'ai des techniciens qui sont allergiques à l'écriture. Je sais pas chez vous, mais donc on a aussi une fonctionnalité, c'est de prendre des photos. Je leur ai demandé, moi j'ai des rapports à remettre aux actionnaires. Des fois, il y a le libellé de l'intervention, il y a déjà presque tout dit, mais de montrer que le travail a été fait, une photo, on peut entourer en rouge ce qui a été fait ou le problème. Voilà. Donc, et ce travail-là, c'est un temps énorme d'économiser sur la suite. L'accompagnement au changement. C'était un gros sujet, enfin on l'a dit, hein, les projets de GMAO, des fois c'est porté pas par les bonnes personnes, et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il faut embarquer les gens. Donc j'avais la chance d'avoir un responsable maintenance là, qui était convaincu par le dossier, qui avait porté un ancien outil, donc il a été clairement très impliqué dans la rédaction de l'expression des besoins, du retour d'expérience. On a construit les arborescences avec les techniciens. On s'est aperçu que c'était compliqué hein, quand même d'intégrer les gens un peu en amont. C'est-à-dire qu'à un moment c'est un peu abstrait pour eux. 2 heures de réunion c'est compliqué. Donc c'est bien passé avec le responsable de section. C'était plus difficile en dessous. En tout cas sur certaines réunions, on a eu un cas où le technicien qui est venu, c'était pas la bonne réunion. Ça lui a fait peur. Il a fallu travailler pendant 15 jours pour lui dire t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà, on a travaillé aussi un peu sur la communication. L'idée c'est que pendant 9 mois on alimente les gens. Donc moi je m'étais dit bah, c'est bien qu'ils s'associent le truc, donc on choisit le nom de notre GMAO, on va pas l'appeler Corim, je suis désolé, et puis on va lui donner un logo. Donc voilà, on a lancé un concours sur le nom dans le département. Ils ont choisi Léa, c'est logiciel d'exploitation assisté, voilà, logiciel d'exploitation maintenance assisté. C'était aussi un petit clin d'œil à une certaine Léa qui avait apparemment beaucoup marqué l'équipe.
Donc ils sont très contents de parler de Léa. Et puis un petit film en fait sur le parcours utilisateur qu'on a vu là. L'idée c'est qu'on a demandé à un technicien de prendre la GMAO. On a les outils là aujourd'hui, on peut filmer tout ce qui se passe sur un écran. Et l'idée c'était voilà, d'accompagner les techniciens en leur disant l'objectif dans 2 mois c'est ça. Ça a bien fonctionné. Et puis dans la phase de mise en production, un accompagnement, donc là ça a été aussi démarré au moment où l'alternant il était là, c'était pas question que ça se fasse sans lui. Moi j'avais indiqué à Stéphane, à Corim d'être vraiment vigilant. Je voulais pas en fait au démarrage, il faut que ça marche. Et dès que si ça marche pas, il y a le moindre événement, c'est du rejet assez rapidement sur ce genre d'outils. Donc on était un accompagnement, je dirais quasi 24/24. Pendant la première semaine, j'ai appelé les gens, chacun individuellement pour voir comment ça se passait. C'était 1er octobre, je suis parti une semaine en congé fin octobre. Je pars tout nickel, on était prêt je reviens et on fait une réunion de points, premier mois. Et là j'ai un technicien au téléphone qui était en Savoie, en plus on se confie régulièrement, il me dit c'est n'importe quoi, c'est de la merde, il me faut 2 heures pour un. Et alors là, je vous assure, les bras m'en sont tombés. Donc on a pris le temps d'aller le voir, de dire écoute, de toute façon, si c'est 2 heures pour remplir la feuille de temps, tu oublies, c'est pas le bon outil, donc c'est pas ça. Bon, il se trouve qu'il n'avait pas compris, on avait fait des formations, il avait été accompagné sur site, voilà. Aujourd'hui, c'est un quart d'heure, globalement, ils y passent pas plus de temps, voire un peu moins de temps pour saisir le temps en fin de journée. Ce qui est bien, c'est que c'est fait en fin de journée et pas à la fin du mois, comme c'était le cas des fois sur le papier. Donc une feuille de temps remplie à la fin du mois, je ne vous donne pas l'idée de la précision des saisies. Voilà, aujourd'hui, très clairement, on est dans les gens s'y retrouvent globalement plutôt pas mal. On a une très très nette amélioration de l'imputation. Et puis globalement, en termes de vocabulaire, de navigation, le retour est plutôt positif. Donc c'était un point important, je pense que là-dessus c'est plutôt une réussite. Alors on n'est pas à l'abri de dérapage, je pense qu'on est quand même maintenant à 4 mois, bientôt 5 mois de saisie. On n'a pas encore automatisé complètement la passerelle d'export dans l'outil de compte analytique, on fait encore des contrôles. On a, je dirais, 90%, 95% de fiabilité sur les temps. Je vais y revenir parce qu'on a des interactions entre des outils externes au logiciel. Ah je suis déjà... Ah non, pardon, oui, premier ex. Voilà, donc sur la planification des interventions, aujourd'hui on a un planning qui est mis à jour quasiment en temps réel. Il y a des actions, la gamme de maintenance préventive, elle arrive dans les agendas techniciens par le responsable de maintenance. Et puis les gars, en fait, ils peuvent aussi saisir, ils sont sur site, ils voient un truc qui n'est pas prévu, ils peuvent rouvrir directement une intervention pour l'enregistrer, saisir leur temps et puis la clôturer directement. C'est-à-dire que sur le curatif, globalement, on a aussi cette capacité-là. C'est important de laisser cette liberté, c'est décentralisé. De toute façon, moi, je suis obligé de travailler aussi en confiance. Ça nous permet aussi de comprendre un petit peu ce qui s'est fait. Quand on intervient sur un équipement, c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui a été fait avant. Voilà. On a une imputation qui est bien plus rigoureuse et une meilleure visualisation des temps passés, y compris dans le suivi de notre reporting. On a un gros sujet. Nous, typiquement, on travaille sur astreinte. On a des contrats forfaitaires et puis après, sur du curatif, on va intervenir soirée, week-end, etc. Avant, honnêtement, de faire de la refacturation, c'était un vrai souci. Aujourd'hui, je suis capable de savoir c'était du préventif, du curatif, j'étais en taux normal, en astreinte, etc. C'est très intéressant. Donc voilà. Sur les indicateurs, on a beaucoup travaillé sur l'indicateur de temps. C'était un peu, puisqu'aujourd'hui on est opérationnel. Ce qui est assez formidable, c'est qu'en fait on a démarré l'outil 1er octobre en doublon. J'avais demandé aux gars de saisir des feuilles de temps en parallèle. Et au 1er novembre, enfin au 10 novembre, on a dit c'est bon, vous arrêtez les feuilles de temps papier, on passe tous sur le temps Corim. Et ça fonctionne. Donc il a fallu faire les reportings. Donc aujourd'hui on a des passerelles, des interfaces qui ont été créées. Une interface qui vient en fait de la saisie des absences, tout ce qui est congé, RTT, formation, etc., qui est un outil RH qui déverse tous les jours dans Corim. Donc qui vient se mettre à jour, parce que vous allez voir ici en blanc, là, voilà, de la formation, des RTT, etc. Et puis derrière, donc ça c'est pratique parce que c'est aussi, c'était pas du tout le cas avant, donc c'était oui, mais non, moi je suis en formation, enfin bon. Donc aujourd'hui, le responsable de planification, il a l'information directement dans la GMAO. Donc ça, c'est la passerelle.
C'était un petit développement, on n'a pas eu de surprise de coût, honnêtement, ça s'est fait dans des coûts très, très raisonnables, j'étais même surpris, je ne devrais pas le dire devant l'éditeur. Ça fonctionne très bien, et on a un export qui passe pour l'instant par une passerelle Excel. En fait, on va exporter tous les temps saisis avec les axes analytiques pour pouvoir intégrer ça dans la compta et les refacturations. Voilà, donc, les gains mesurés, du temps gagné, hein, clairement. Pointage par les techniciens sur le terrain, c'est à peu près du temps équivalent, voire un petit peu moins. Mais clairement, une grosse fiabilisation. Et puis, en fait, on avait une ressaisie des pointages par une assistante. C'était quasiment 1 jour et demi. Avec tous les problèmes de la ressaisie. Hein, j'ai pas bien lu, machin, ça c'est pas... Voilà, des erreurs, etc. Donc c'est globalement 1 jour et demi de moins par mois de l'assistante, parce qu'en plus on a aujourd'hui intégré de façon automatique tous les tableaux croisés dynamiques qui nous permettent de faire du contrôle de cohérence, des alertes sur les repos compensatoires et compagnie. Donc voilà, de ça en fait, de Touch, finalement, on ressort un reporting technique avec, ça c'est un exemple d'un rapport qu'on fait pour des centrales photovoltaïques, un petit commentaire sur la production, et puis derrière le curatif, j'ai des dates, mon préventif, et ça en fait on peut quasiment le paramétrer pour que ça ressorte comme ça. C'est ça qui est absolument génial avec l'outil. C'est-à-dire qu'on a une très forte autonomie à paramétrer nos reportings sur un éditeur Excel intégré en fait dans l'outil. Donc les contrôles de temps, voilà aussi là un export, on peut contrôler, envoyer ça au HCT, à je sais pas qui, selon les demandes. On a une grosse liberté là-dessus. J'étais surpris la première fois que l'alternant m'a sorti ça, je dis mais t'as fait ça comment? On n'avait pas encore eu la formation reporting de Corim, et en fait voilà, il y a un éditeur embarqué Excel, ce qui fait que vous définissez vos modèles et puis vous retirez, voilà. Donc ça permet pas tout, mais ça permet énormément de choses, et ce qui fait qu'au 10 novembre on avait déjà des rapports opérationnels qui fonctionnaient. Dans les autres fonctionnalités, préparation des budgets d'investissement, donc c'est en cours, mais globalement c'est un très gros travail pour nous. On a de l'investissement annuel sur bientôt, vous voyez, 20-30 sites, avec la gamme de maintenance, éventuellement gros curatif à prévoir. Et puis surtout, on a aussi un pluriannuel à 10 ans, parce qu'on sur des gros investissements. On a un plan de financement qui est discuté avec les actionnaires, etc. Ça devenait plus gérable du tout sur des tableaux Excel. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est d'internaliser complètement ça dans la GMAO. On travaille aussi sur tout ce qui est coût. Voilà, ça nous a permis en gain depuis 4 mois, clairement, sur les rapports qu'on a fait en début d'année sur l'exercice 2019, quand bien même on n'avait que des données de 3 mois, de refacturer de façon beaucoup plus simple des prestations hors forfait, qui étaient très difficiles à tracer et à justifier. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai des photos, j'ai des dates, j'ai du temps passé, etc. Et on en est qu'au début, voilà. Et sur le reporting, on commence à avoir des indicateurs métiers. Alors ça, c'est, il faut effectivement que la base elle soit alimentée avec beaucoup d'interventions par typologie, etc. Voilà, on a regardé là, on a commencé à regarder. Là, c'est le top 10 des sites par temps imputé et par typologie d'activité, préventif, curatif, exploitation, etc. Donc en bilan un petit peu du projet, au niveau du budget, on était dans l'objectif des CAPEX, voire même un petit peu mieux. Sur les OPEX, on est OK, sachant qu'on est en mode SaaS, donc c'est une grosse économie éventuellement de valorisation des équipes en interne, et puis de toute façon on aurait eu un petit souci aujourd'hui. Donc ça fonctionne très bien, ça c'est assez rassurant pour moi, parce que voilà. On n'était pas forcément sur du standard informatique chez nous, donc pour que ça soit efficace, c'est parti en SaaS. Sur le planning, on a vu une mise en production au bout de 10 mois, même si ça a dérapé, le planning initial était très ambitieux. Je pense que c'était bien de prendre un petit peu le temps, mais aujourd'hui on est en production sur les fonctionnalités essentielles, et on est plutôt bien avancé sur le reporting, ce que je pensais qu'il serait plus long. Le choix et conception de l'outil, on est clairement conforme aux besoins du cahier d'expression des besoins. Et ça, c'est important, parce que je le vois sur d'autres outils internes. Vous avez ce qu'on vous vend, et puis il y a ce qui se passe après. Et clairement, on n'a pas eu de surcoût de développement. Moi, je suis plutôt même au-delà de mes attentes sur les outils de reporting que je trouve plutôt très très facile à programmer. Avec un alternant aujourd'hui qui est en train de travailler là-dessus avec une formation très simple. Et voilà, les interfaces entrée-sortie, ça aussi, c'est souvent des surcoûts importants. Au final, l'interface avec notre logiciel RH s'est bien passée, et la sortie fonctionnait également. Alors après, on a des petits soucis quand même encore d'envoi d'email.
Et c'est pas chez nous, parce qu'on nous a fait croire que c'était notre firewall, mais j'ai la preuve que c'est pas chez nous. Donc il faut qu'on gère ça avec Orim. Donc voilà, le reporting plutôt très positif aussi. Et puis oui, la réactivité de l'éditeur qui était très bien. On a travaillé avec un intégrateur là, qui est ici présent, que je remercie, parce qu'effectivement, ça a été un travail collaboratif avec une bonne compréhension globalement de nos besoins et de réactivité quand il y avait des sujets qui fonctionnaient pas. Voilà, donc un bilan plutôt, enfin voilà, des feux au vert surtout. On est dans le scope de ce qu'on attendait. Maintenant, on va plutôt travailler sur la suite. Dans les idées de post-déploiement, on a encore du déploiement sur des fonctionnalités qu'on n'avait pas mis prioritaires. Donc, poursuite de l'accompagnement au changement. Moi, j'ai un gros sujet, hein, c'est le départ d'un alternant en septembre. Ça fera 2 ans qu'il est sur le sujet. Il porte quand même beaucoup de compétences. Donc, on est en train de voir comment s'organiser pour internaliser une partie de ça. On travaille bien sûr sur le reporting détaillé, les améliorations de planification, etc. Maintenance conditionnelle, intégration des compteurs. Voilà, et puis les nouveaux KPI, on s'aperçoit qu'il y a déjà un certain nombre d'indicateurs dans Corim qui sont pré-paramétrés, qui sont très intéressants. On n'a pas assez de données encore pour pouvoir vraiment les exploiter. Mais voilà, l'idée derrière tout ça, hein, clairement, c'est au-delà du gain de temps passé, etc., c'est de re-questionner nos gammes de maintenance. On a des gammes de maintenance qui ont été définies il y a une dizaine d'années, qu'on fait un peu évoluer, des choses qu'on rajoute. On a aussi beaucoup de contrôles réglementaires, des choses nouvelles. Et moi, j'attendais en fait d'avoir cet outil-là pour essayer de retravailler sur notre stratégie de maintenance, sachant qu'on ne peut pas faire non plus ce qu'on faisait il y a 10 ans avec une équipe qui a à peine cru et un parc qui a plus que doublé. Dans les projets émergents, donc il y a clairement une poursuite de la maintenance prévisionnelle. L'idée, c'est quand on va commencer à avoir suffisamment de statistiques, de commencer à regarder un petit peu ce qui se passe, se questionner aussi sur des aménagements ou des investissements dans nos centrales. Et puis il y a un projet que j'ai lancé en parallèle, c'était ambitieux, mais on a un outil de reporting en fait en réel qui était, on va dire, qu'on va remplacer d'ailleurs, qui est plus suivi par l'éditeur. Et en attendant ça, on a travaillé sur un outil de data visualisation, voilà, que je ne citerai pas, mais qui est très intéressant. On a mis ça un peu en test l'année dernière, ça fonctionne très bien. Et on le déploie aujourd'hui. En fait, c'est un outil qui est même déployé au niveau de l'entreprise, tellement c'est puissant. Et ma question, en fait, finalement, c'est quel est le lien demain entre la GMAO et le temps réel? C'est-à-dire qu'on est en train de faire des tests là, un petit peu. Alors, on n'est pas encore tout à fait dans la data science. J'ai travaillé avec des prestataires là, pour essayer de faire quelques tests de données, d'analyse en maintenance prédictive, donc sur des données existantes. On commence à avoir des choses intéressantes. Nous, on en est plutôt à travailler sur des outils d'analyse de performance. Aujourd'hui, on a des pannes, en fait. Notre supervision, elle nous remonte des pannes. Des pannes, c'est bien, ça nous dit quand ça marche plus, ça éventuellement nous dit quand ça dérive, mais sur beaucoup de paramètres, ça nous dit rien. Une centrale qui pourrait produire 1 méga et qui tourne à 500 kg, des fois la supervision, elle voit rien. Donc on travaille en fait beaucoup là-dessus pour se dire, on aide à la décision aux techniciens, soit ils passent beaucoup de temps sur l'outil actuel pour se dire, ah bah oui, mais là j'ai une régulation à temps, ma puissance est 1. Soit en fait on essaye d'automatiser ça, donc ça c'est un travail assez simple finalement dès qu'on a des outils très visuels, et c'est le cas, ces outils qui sont embarqués sur les téléphones. Et l'idée derrière, c'est de se dire, à un moment quand j'aurai un petit peu fiabilisé ces aspects-là, qu'est-ce que je pourrais remonter, puisqu'on a vu que finalement de remonter des données dans Corim c'était simple. Qu'est-ce que je pourrais remonter éventuellement en curatif, en alerte, en action, en se disant tiens là il y a une intervention à prévoir. Voilà. C'est une piste de réflexion sur la convergence. Je pense que c'est un moment qui arrivera entre la GMAO et le temps réel. Je ne sais pas du tout, j'ai pas eu d'alerte, mais j'ai l'impression qu'on est à peu près dans les temps. Merci pour votre attention. Et puis, vous êtes dans les temps, c'est bon, vous êtes dans les temps. Il reste un quart d'heure. Ça part. Oui, alors des questions, qui est Léa, évidemment. Non, plus sérieusement, à moins que vous vouliez répondre à cette question. Non, plus sérieusement, il y avait un souci avec un opérateur qui n'a pas vraiment digéré, je dirais, la formation. Qu'est-ce qui s'est passé et si on va plus loin, quels sont peut-être les écueils ou les regrets sur la mise en place du projet que vous pouvez nous partager, et les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber? Déjà, ce qui est rassurant, c'est qu'il n'a pas digéré, ça a duré une semaine, parce qu'on est allé sur place, on a expliqué, et puis aujourd'hui, ce qui était surprenant d'ailleurs, c'est que c'était un opérateur une semaine avant mon départ, donc il était très content de l'outil.
Voilà, bon, c'est quelqu'un qui est basé, qui est pas en lien avec l'entreprise, donc voilà, il y a aussi de l'humain à gérer là-dedans. Mauvaise compréhension, pas suffisamment d'accompagnement, pourtant il y en avait eu, hein, et on s'aperçoit que c'est des outils, c'est des changements de méthode de travail. C'est aussi des fois, clairement, il y a du ressenti de se dire on est plus fliqué qu'avant, alors que je leur disais mais non, enfin votre temps analytique c'est la même chose. C'était aussi de leur montrer, enfin moi c'était important de leur dire, et je continue à faire ce travail-là, d'autant qu'en fait on sort des rapports qu'on sortait pas avant, de leur dire à quoi ça sert. Donner du sens au temps saisi, leur dire bah, attention là, si tu me saisis du préventif alors que c'est du curatif. Au-delà de l'impact technique, moi j'ai un impact aussi financier, c'est-à-dire que je ne facture pas forcément la même chose de la même façon. Et ça, bah, voilà, on a des réunions où on leur montre aujourd'hui tous les rapports qu'on est en train de sortir. Et moi, je leur dis aujourd'hui, donnez-moi ce que vous voulez voir. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est que la GMAO, elle sorte des indicateurs qui ne soient pas que pour les managers. Finalement, ça sort chacun de son métier. Ça implique tout le monde, ça donne à tout le monde finalement une vision de l'entreprise assez globale, avec une certaine limite bien sûr, mais on sait ce que fait l'autre finalement. Alors on n'est pas encore, ça c'est plus sur la visualisation des données là, parce que là clairement c'est des outils effectivement qui sont faciles à dupliquer. On n'a pas mis aujourd'hui en partage global au niveau de la direction par exemple des éléments qui sont encore assez techniques, hein. Ça fait 4 mois, hein. Donc les KPI ne sont pas encore partagés sur l'écran GEG télé dans l'entreprise. Ça commence à arriver sur la production. Mais oui, par contre effectivement il y a beaucoup plus d'échanges. Et je pense que ça permet aussi de prendre du recul en fait, sur certains sujets sur lesquels les techniciens sur site ils sont à fond. Je leur dis, il y a certains sujets, on a des arbitrages à faire quand on passe 3 fois sur un site de 250 kg et puis qu'à côté on a une centrale de 5 mégas qui tourne moins bien. Même si elle tourne, pour eux elle tourne. Et c'est là où vraiment la convergence des deux elle est intéressante. Bah, c'est de retravailler ça et puis effectivement de donner les outils à chacun. Moi je pense que c'est important dans ce genre d'outils, c'est d'être transparent. Il y a vraiment un sujet je pense d'autonomie et de liberté. Moi j'ai des gars qui sont vraiment sur le terrain, hein, et ils aiment bien être autonomes. Un outil comme ça, c'est délicat, hein. Les PTI, j'ai eu la même question, protection travailleurs isolés, leur demander de l'enclencher quand ils sont sur des sites isolés, c'est très compliqué. Donc voilà, la transparence, je pense que c'est un peu le maître mot pour pouvoir échanger et puis partager les contraintes de chacun. Et sur les écueils, puis ensuite je passe le micro, sur les écueils à éviter que vous n'avez peut-être pas forcément, ou vous avez identifié à travers ce projet. Bah, honnêtement, ça s'est plutôt pas mal passé. Alors moi je pense qu'il faut passer vraiment du temps en amont sur l'expression des besoins. On a reçu on avait eu 4, on a reçu 11 propositions, hein, de GMAO. D'abord j'étais surpris qu'il y en ait autant sur le marché. On en avait identifié 6 ou 7, donc il y avait vraiment des gens qu'on a découverts. Moi j'avais été regarder en fait les GMAO existantes chez des gens que je connaissais à droite à gauche, alors des fois qu'il y avait des versions qui étaient un peu anciennes. Clairement les GMAO d'aujourd'hui, je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'il y avait il y a 10 ans, ça c'est vraiment important aussi de l'avoir en tête. Aussi pour construire l'approche différemment sans doute, se dire ok on est en mode mobile, enfin c'est pas moi qui ai donné l'intitulé mais je pense que vous avez vu, enfin moi j'ai un gros sujet de digitalisation, on a 60 sites à gérer, on peut plus s'amuser à traiter sur du papier, donc il y a vraiment ce travail d'expression des besoins, impliquer les gens. Alors le bon niveau, hein, c'est compliqué de mettre des techniciens de terrain sur une réunion de définition des arborescences. On est un peu dans le conceptuel, bon, enfin ça les intéresse pas. Après, lui dire, ok, comment tu veux qu'on nomme ta vanne? Est-ce que ça te va? Ça, c'est important. Le vocabulaire, enfin, c'est idiot, mais avoir un vocabulaire commun, c'était indispensable. On a aujourd'hui, ils ont un petit guide aussi avec les acronymes. Il y a un outil, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a un outil de recherche. Enfin, moi, je suis stupéfait, mais c'est la puissance de Google, globalement embarquée dans Corim. Tout ce que vous écrivez dans Corim, il vous le retrouve, dans tous les champs. Ça, c'est aussi un point qui, peut-être d'ailleurs, les distingue d'autres éditeurs, puisqu'on avait fait des tests là-dessus. En fait, on a effectivement, on va retrouver le nom des équipements, etc. dans la recherche, mais on met un tag dans un compte-rendu, et moi je leur ai demandé aux techniciens, bon, j'ai les choses qui sont tracées, les actes TST, etc., mais 14 001, j'ai un audit à 14h30, 14 001. Et tous les ans, on va me dire, bah oui, quelles ont été tes relations avec les parties intéressées? Elles ne sont pas toujours intéressantes, mais elles sont intéressées au sens de la norme. C'est compliqué de mettre un tag parce ça peut intervenir sur le préventif du curatif, machin, bidule.
J'aurais dit, vous mettez 14001. Voilà. Et puis derrière, on va mettre 14001. Corim va nous sortir toutes les interventions où le mot 14001 apparaît. Voilà. Il y a des fonctionnalités comme ça, où, en sachant où on voulait aller, ça nous a aidé aussi à choisir l'éditeur. Dans les auditions, ce qu'on a clairement vu, c'est compliqué, hein, les auditions, on est satellisé par des présentations, ça va très vite parce qu'on couvre un domaine fonctionnel, quand bien même il n'était pas complet, on ne va pas sur la facturation, etc., qui était quand même assez large. Et oui, vous dites, bah oui, ils font tous la même chose, hein, donc on en a fait revenir. Là, c'était peut-être. Eh bien, effectivement, on a réussi à voir que c'était pas si simple chez certains, que voilà, il y avait des interfaces qui nous plaisaient bien, mais qui étaient limitées. Oui, le choix de l'outil, il est capital. Vaut mieux y passer un peu plus de temps. Y a-t-il des questions parmi vous? Décidément. Non. Non. Si. Et moi, je vais revenir sur quelques aspects qui m'ont interpellé. C'est peut-être le fait qu'il y a beaucoup de partage de données. Et moi, je suis interpellé par la sécurité des données, la confidentialité, parce que est-ce que c'est applicable à tout type d'entreprise? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche un peu. Donc, plus d'explications, c'est peut-être mieux, quoi. Alors, sur quel partage de données, en fait? Vous partagez les données avec les opérateurs sur le terrain et il y a une remontée rapide des données. Vous êtes connecté sur Internet. Ça me gêne un peu. Oui. Après, ça peut être piraté, on peut rentrer dans votre système comme on veut. Est-ce que c'est des choses que vous avez prévues en amont? Comment est-ce que vous prévenez de tout cela? Alors, déjà, il faut qualifier l'enjeu des données et les risques. Hein. Sur la GMAO, on est en mode SaaS. C'est notre service informatique qui a vérifié effectivement que c'était correctement sécurisé, les liaisons entre le téléphone et voilà, on reste sur des données techniques. On s'est assuré que, puisque les données sont hébergées chez Corim, ils avaient un local de serveur qui respectait un certain nombre d'exigences que je ne connais pas, mais de data center, voilà, protection incendie, contrôle des accès, etc., duplication des données. Donc moi sur cette partie informatique je la maîtrise pas et puis à la limite c'est pas très important pour moi. Demain si je me fais pirater le nombre d'interventions, je m'en fous pour être honnête. Le vrai sujet c'est sur les données de production où là effectivement c'est plus sensible et puis surtout l'accès à nos données, c'est-à-dire que au-delà de la sensibilité éventuelle des données, il y a la question, et c'est quand je suis arrivé qui a commencé à arriver. C'est-à-dire qu'on avait des accès à nos automates à distance. Ce n'est pas la GMO, hein, c'est vraiment plutôt l'outil de supervision qui passait par des protections ouvertes, des adresses IP publiques, etc. Bon. Donc moi, franchement, il y a 2 ans, j'ai dit on passe tout en VPN. Ça a été compliqué à mettre en place parce que c'était effectivement une opération de plus pour les techniciens. Ouais, mais c'est plus long, machin, bidule. Ce qui est bien, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des exploitants comme nous. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'aujourd'hui, il y a des pirates qui ne sont pas forcément intéressés par nos données de production. Par contre, ils sont intéressés par les flux de données. Donc, on a accès aux caméras sur les téléphones, on a accès à l'analyse vibratoire, etc. Donc, il y a beaucoup de flux de données. Et ça, en fait, les pirates, ils les captent, ils les détournent, et puis ils envoient ça sur un serveur pour faire tomber Facebook, je sais pas quoi, machin. Et ça nous est arrivé. C'est-à-dire qu'il y a eu un moment, au moment où on était en train de mettre en place le VPN, et ça a accéléré les choses, on n'avait plus accès. En fait, la liaison était saturée par un tiers je suis pas informaticien, mais enfin voilà. Donc ça a été clairement adressé. On a mis des routeurs VPN sur tous nos sites. Et aujourd'hui, c'est traité de cette façon-là. Je crois que c'est un peu un classique dans la profession. Voilà. Donc ça, on m'a dit que ça suffisait. Je suis pas un expert, mais voilà. Et donc voilà. J'ai un autre sujet, et ça, c'est un vrai sujet quand on met en place ce genre d'outils, c'est qu'effectivement, ça marche bien, mais vous avez quand même des mots de passe. Et alors là, c'est pas réglé, c'est-à-dire que moi j'ai demandé, mais à un moment je peux pas aussi. Donc moi j'utilise un utilitaire de gestion de mots de passe qui est plutôt pratique, qui est un peu rebutant au départ. J'ai demandé à ce que ce soit déployé par l'entreprise en disant mais arrêtez, demandez de nous mettre des mots de passe à 12 caractères, changer tous les 6 mois. Là on a 20 sites avec potentiellement des mots de passe différents, etc. À un moment c'est plus possible. Donc aidez-nous à avoir une architecture globale. Ça pêche un peu, donc voilà. Donc j'essaye d'embarquer les jeunes en fait de mon équipe pour utiliser ce logiciel-là qui est sur PC et sur téléphone avec une architecture un peu réseau. L'idée aussi c'est de pouvoir se partager les mots de passe entre guillemets sur une architecture réseau simplifiée.
et que ça traîne pas sur des post-it et puis de dire ah oui tiens j'ai oublié, j'ai changé le mot de passe de machin et puis que ça mette un mois avant que tout le monde ait l'info. Mais c'est pas opérationnel, c'est pas lié à la GMAO. Très bien. D'autres questions? Non? Très bien. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Huard.